Bienvenue au colloque Une charte pour la nation, organisé par Génération nationale. Mon nom est Mathieu Pelletier, je suis président de Génération nationale. Donc, vous connaissez un peu les thématiques qu'on va aborder aujourd'hui, laïcité et convergence culturelle. Pourquoi? Parce que nous, très tôt, il nous a semblé que parler de laïcité, c'était parler plus ou moins directement de l'avenir de la société québécoise et plus ou moins directement d'identité nationale. Contrairement à une tendance qu'on a vue dans les médias, dans la société civile, on veut qu'il y ait vraiment un débat civilisé, un débat dans lequel on est capable de pas trop entrer dans l'émotivité, en marge des étiquettes politiques et des insultes personnelles qu'on a déjà trop souvent entendues. Donc le programme d'aujourd'hui. Tout d'abord, on va avoir une conférence, la conférence principale, prononcée par M. Bernard Landry. Le premier panel, animé par Stéphane Kelly et Christian Dufour. Cet après-midi, on va avoir un second panel avec Mathieu Bock-Côté, Maître François Côté et Louise Mailloux. Et enfin, on va avoir la conférence de clôture prononcée par Mme Jamila Bellavid. Donc, sans plus tarder, je vais céder la parole au président de Génération nationale. Il a été président du Forum jeunesse du Bloc québécois de 2010 à 2012. Il est candidat à la maîtrise en sociologie à l'UQAM, collaborateur régulier à l'Action nationale. Il co-anime avec moi l'émission Démocratie et citoyenneté sur les ondes de Radio Ville-Marie. Accueillons M. Simon-Pierre Savard-Tremblay. La première chose qu'il faut faire, c'est d'ajuster son micro. Sinon, on est toujours comme ça et c'est un peu désagréable. Alors, bon matin tout le monde, merci d'être venu. Vous n'avez pas manqué de courage de vous lever à une pareille heure pour venir nous écouter. Alors, merci d'être là. Alors, c'est bel et bien clair, le débat identitaire est reparti de plus belle. 6 ans après la mise en place du rapport Bouchard-Taylor, par un parti, par un gouvernement, par une équipe gouvernementale, qui voulait étouffer un débat qui lui devenait de plus en plus difficile à gérer. De par sa soumission totale aux principes canadiens en la matière, les Québécois ont décidé de rouvrir le dossier à l'occasion de l'annonce de la Charte des valeurs québécoises. Une Charte des valeurs québécoises qui réaffirme notre héritage civilisationnel, notre héritage occidental de laïcité et d'égalité entre les hommes et les femmes. Parce que notre héritage civilisationnel, il est tout aussi important que notre héritage particulier, culturel en tant que nation. Il y a quelques semaines, donc, une fuite médiatique nous laissait entendre que le PQ se dirigeait vers la mise en place d'une charte ferme, mais que je qualifierais de juste, qui vise la cohésion sociale par la cohérence institutionnelle, soit par la transformation de notre culture nationale en forme de doctrine d'État qui se traduit dans les politiques gouvernementales. La question n'est donc pas ici d'abolir l'ensemble des cultures qui sont sur notre territoire, mais que cet ensemble de cultures-là puisse s'inscrire dans la convergence vers notre culture nationale, la culture québécoise. Mais l'enjeu identitaire est impensable s'il n'est pas remis dans le contexte du régime politique qui est imposé aux Québécois. Soit celui d'une province qui est en perte de moyens au sein d'un ensemble qui nie perpétuellement son existence et son statut de société distincte. Négation qui se traduit d'ailleurs par des assauts juridiques répétés constamment par les instances juridiques d'Ottawa, que sont la Cour suprême, qu'est la Cour suprême, que Maurice Duplessis appelait d'ailleurs que Maurice Duplessis comparait à la tour de Pise, soit parce qu'elle penche toujours du même bord. Marquée par la dynamique majoritaire-minoritaire et par celle d'une minorisation croissante des Québécois, par le dédoublement des symboles, des chartes et des institutions, le présent contexte rend pour le moins compliqué la définition de référent commun, parce que c'est un conflit entre deux États qui se battent pour la référence commune. Le régime canadien, quant à lui, repose sur l'utopisme moderniste.
L'ex-premier ministre Paul Martin, d'ailleurs, a déjà dit que le Canada était le premier pays postmoderne. Il ne croyait pas si bien dire. Se revendiquant du libéralisme pour protéger les droits individuels contre un prétendu ethnicisme québécois, alors qu'il me semble pourtant que faire nation, restituer l'État-nation, c'est tout le contraire de l'ethnicisme. Donc, l'utopie multiculturaliste d'Ottawa se sera révélée au final antilibérale, parce qu'elle a ouvert la porte à toutes sortes de pratiques qui, au nom de la liberté individuelle, seraient considérées comme acceptables. Si on devait suivre la logique trudeauiste, pourtant du multiculturalisme, puisque la langue est l'expression d'une culture, comment se fait-il que le Canada ne fait pas non plus la promotion du multilinguisme? Ça serait la base de la cohérence, plutôt que l'anglicisation croissante des nouveaux arrivants. Quoi qu'il en soit, l'utopisme moderniste canadien ne peut avoir pour résultat que la fragmentation sociale et l'incapacité de penser un quelconque projet collectif. Comment est-il possible pour les individus d'aspirer à un projet plus grand qu'eux-mêmes et même plus largement entretenir un rapport autre que contractuel vis-à-vis du politique? Dans le cas québécois, l'émancipation individuelle comme seul horizon, tel que prôné par l'idéologie canadienne, ne peut que porter atteinte à l'esprit national et à l'aspiration à l'indépendance. Le multiculturalisme s'inscrit donc dans une logique proprement canadienne, soit celle d'une mission civilisatrice, doublée d'une légitimation par Ottawa de son propre pouvoir de déterminer quels aspects de la culture québécoise sont acceptables et lesquels ne le sont pas. Par son refus de reconnaître constitutionnellement la nation québécoise, contrairement à la minorité anglophone, qui détient une mention dans la Constitution de 1982, ce qui n'est pas le cas de la nation québécoise. Donc l'État canadien montre qu'il n'est, bien qu'il n'est prêt qu'à ce que les limites tolérées de l'affirmation culturelle de la nation québécoise ne soient fixées que par lui-même. Le débat identitaire est impossible à penser en dehors des paramètres de la question nationale. Et la question nationale, en elle-même, c'est un enjeu identitaire, car elle repose sur le conflit des légitimités dans la définition de la référence commune. Mais la rhétorique bien pensante semble également avoir envahi bien des membres des élites québécoises. Là où il ne faudrait voir que la réaffirmation d'une culture nationale à travers l'État, l'établissement de règles formant la base du vivre ensemble, et un pacte civique que l'on pourrait qualifier de citoyenneté, certains visiblement allergiques au concept même de choix de société et de collectivité, préfèrent ne parler qu'en termes de droits individuels, témoignant d'un manque flagrant de perspectives sociales. On ne les entend guère d'ailleurs s'offusquer de la résurgence d'un Québec bashing, particulièrement brutal dans le Rest of Canada. Que voulez-vous, le seul racisme autorisé, c'est celui qui est dirigé contre le Québec. Dans le dossier de la Charte des valeurs québécoises, l'intérêt national semble actuellement guider davantage le gouvernement que la peur d'avoir peur. Et il faut s'en réjouir. La politique proposée rompt avec le bonententisme et avec la recherche perpétuelle du consensus, qui fait qu'on cherche toujours le consensus dans la province de Québec, qu'il ne vient jamais et qu'il ne se passe rien en bout de ligne. Il reconnecte avec le sens de l'État et de l'histoire. Il opère ce qui aurait dû l'être depuis très longtemps. Une opération chirurgicale de la sorte n'est jamais une tâche aisée, mais elle ne se doit pas moins d'être accomplie le plus rapidement, et toute remise en question, et toute remise à plus tard est fondamentalement futile. La loi 101 de 1977 nous l'indique, le geste radical d'aujourd'hui devient la plus pure normalité de demain. Alors que les effets bénéfiques du renversement de la dynamique qu'il implique se font sentir. Donc ça prend du temps avant que le geste fort d'aujourd'hui devienne le consensus de demain et devienne même un acquis qu'on craint fondamentalement de remettre en question. Plusieurs mesures pourraient évidemment bonifier la Charte. À commencer par la suppression du droit de retrait, qu'on pourrait muter par peut-être, je comprends M. Drainville lorsqu'il affirme
qu'il faut du temps d'adaptation, mais est-ce qu'on ne pourrait pas muter ça en période de transition, ou, par exemple, un seul droit de retrait ou deux droits de retrait, mais de ne pas les rendre renouvelables ad vitam aeternam? Comment pourrait-on, par exemple, remédier à la désaffiliation identitaire de Montréal s'ils peuvent se retirer éternellement de la loi? La loi doit s'appliquer à tout le monde. Mais n'est-il donc pas fondamentalement nocif de permettre une exemption permanente? La loi doit s'appliquer à tous et à toutes, sans discrimination. Une autre situation demeure également inacceptable. C'est celle du financement étatique à des écoles privées confessionnelles qui véhiculent des valeurs parfois radicalement différentes. À des écoles qui, par exemple, actuellement, poursuivent en justice, avec la complicité de maître Julius Gray, toujours là pour les combats antinationaux, qui poursuivent notre compatriote Jemila Benhabib. Mais si elle peut être bonifiée, et d'ailleurs le ministre Lisée ouvrait lui-même la porte à une bonification, la charte n'est pas encore déposée, elle le sera. Il y aura des périodes de consultation publique, d'implication des citoyens là-dedans. Je crois néanmoins qu'elle n'en demeure pas moins actuellement un projet prometteur qui contribuerait fortement à faire du Québec laïque, à faire du Québec un État laïque, comme la loi 101 a jadis fait du Québec un État français. Le pire des scénarios, à mon avis, serait un autre recul. Il ne faut éviter de tomber dans le Bouchard-Taylorisme. Le rapport Bouchard-Taylor en était un d'acceptation canadienne. La nomination de Gérard Bouchard et de Charles Taylor, de toute façon, visait clairement à éteindre un débat. Or, sa résurgence aujourd'hui nous indique avec éloquence qu'on peut mettre sur le tapis l'enjeu fondamental de la place d'une nation sur son propre territoire. Taylor a beau se draper dans les comparaisons boiteuses avec la Russie de Poutine. Et Bouchard peut bien prédire la guerre civile comme il l'a fait en 2010, ou inviter les Québécois à jeter leurs souches dans les feux de la Saint-Jean comme il l'a affirmé au tournant de la décennie 2000. Une évidence demeure, la bien-pensance ne pourra pas étouffer éternellement la vitalité du peuple québécois qui en a marre de s'accommoder de demi-mesures. Une charte qui n'aurait été aménagée qu'en fonction du cadre provincial pourrait bien ne se contenter que de produire des changements cosmétiques, dont les effets seraient de courte durée. Il est temps de rompre avec les vieux réflexes des occasions manquées. Par une charte forte, le PQ peut actuellement se démarquer de ses adversaires canadianisés et il doit continuer de le faire. La charte ne doit pas et ne s'inscrit pas dans un contexte de repli identitaire ou ethnique confortable. Ça, c'est quelque chose de très clair. Elle s'inscrit dans un projet d'ensemble qui vise l'établissement d'une culture nationale comme référence commune. Et je le répète, faire nation, c'est l'inverse du repli ethnique. Elle n'est pas un panacée, mais n'en constitue pas moins une étape fondamentale dans un grand processus. Elle est au final aussi insuffisante, parce que je crois que personne ne croit que tout va s'arrêter à partir de son adoption, mais elle n'en demeure pas moins essentielle et nécessaire. Je vous remercie, et sur ce, je passe la parole à celui qui a été premier ministre du Québec de 2001 à 2003, lorsqu'il a été malheureusement défait par les ordres libérales de Jean Charest, qui nous a fait perdre 9 ans au Québec, M. Bernard Landry. Chers amis, et comme je
vois qui vous êtes, ce n'est pas au sens figuré. Il y a beaucoup d'amitié tissée autour de ces années de militantisme qui nous ont unis. Et je suis très heureux d'être parmi vous. D'ailleurs, quand je rencontre un groupe de ce genre, ça m'encourage. Mais j'espère que ce que je vais vous dire va vous encourager aussi. Alors, ça sera le bénéfice complet pour tout le monde. J'ai entendu, avec émotion et passion, le président s'adresser à vous. J'ai trouvé ça remarquable et ça m'a créé une petite angoisse par ailleurs. Il vous a dit exactement ou à peu près mot pour mot ce que je voulais vous dire moi-même. Alors, je vais essayer de ne pas trop le redire et de rajouter certains éléments qui n'y étaient pas. Et c'est un discours vraiment remarquable. Alors, petit problème donc de me recomposer un discours qui ne vous ennuiera pas, mais par ailleurs, très grande joie de voir une telle alliance intergénérationnelle. C'est là que l'avenir. Il y a quand même des décennies qui nous séparent l'un de l'autre, mais quand j'avais son âge, je ne pouvais pas compter, et nous ne pouvions pas compter, sur une telle alliance parce que presque tous ceux qui étaient plus vieux que nous, presque avec des exceptions notables, étaient contre l'indépendance du Québec. Mon grand-père et mes oncles, et nous avions un respect mutuel immense les uns pour les autres, étaient scandalisés par mes propos. Mon grand-père, il se disait canadien, avec un Y. Et les autres, qui étaient les autres? Les Anglais, bien entendu. Alors, quand j'ai été évoqué devant lui que le Québec devait être indépendant, j'ai eu peur à la crise cardiaque. Et par la suite, il y a eu une certaine évolution. Ils sont passés de Canadiens, des fois à Canadiens, mais surtout à Canadiens français. Vous vous rappelez où cette expression a eu cours pendant des décennies et elle a fini par être vaincue par la réalité. J'en ai parlé souvent avec mon collègue de l'UQAM, Michel Librovitch, né en Pologne, immigré en France, venu ensuite au Québec. On a manqué de trait d'union aux Canadiens français. Là. Ça n'avait plus de sens. Et nous sommes devenus, et ça c'est une des grandes et positives nouvelles contemporaines, ce que nous sommes et ce que nous allons rester, des Québécois et des Québécois. Ce n'est pas un détail, un langage aussi fondamental pour décrire notre identité ne peut pas être approximatif. Il ne peut pas être déconnecté de la réalité. Donc, excellente nouvelle. Alliance intergénérationnelle. Et entre-temps, se sont passés des événements très encourageants aussi, même si deux défaites référendaires ont un effet sur une certaine nostalgie nationale et sont souvent difficiles à expliquer à nos enfants et petits-enfants, mais la véritable explication se fera en une seconde quand le Québec sera indépendant. Mais en attendant, il faut réaliser que quand René Lévesque a fondé le Parti québécois, dans la suite de Pierre Bourgault, André d'Allemagne, l'indépendance était à peu près à 10%. Et au premier référendum, on passe déjà à 40%. Et au deuxième, on est à 50%, on s'est fait voler, c'est une clarté absolue. Le Canada devrait être déshonoré par les activités de son gouvernement dans ce grand rendez-vous démocratique du Québec. Avec
l'argent des contribuables, le non a dépensé plus d'argent que le oui et le non réunis. Seuls dans les régimes indéfendables, les tribunaux siègent jour et nuit. Ici, les tribunaux d'immigration ont siégé jour et nuit. On sait avec quelle arrière-pensée. Donc, déjà, 6 francophones sur 10 choisissent la liberté et la moitié de la population fait de même. J'ai fait une petite vidéo pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean hier parce qu'ils inaugurent aujourd'hui une formidable route pour remplacer l'ancienne qui avait tous ses défauts prononcés. Et je leur ai dit, à chaque fois qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, je le dis, si c'était la population du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui avait décidé de l'avenir du Québec, le Québec c'est indépendant depuis 1980. Alors, si c'est possible, au bord du Grand Lac et sur les rives du Fjord, il faut que ça devienne possible, sur toutes les rives du Saint-Laurent. Je vous dis par ailleurs que Bertrand a voté oui aussi, bien sûr. Alors ça, je dis toujours ça au Saguenay-Lac-Saint-Jean. À Québec, je dis toujours pareil. C'est notre merveilleuse capitale nationale, elle est merveilleuse à bien des égards. Ne serait-ce qu'au plan de sa beauté. Si notre capitale nationale avait voté comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça aurait été un balayage formidable pour préparer notre entrée aux Nations Unies. Alors ça doit être une des priorités du mouvement indépendantiste, une action soutenue dans notre capitale nationale. Il n'y a aucune raison qu'une ville si belle à tellement d'égards ne le soit pas aussi politiquement. Et je ne parle pas au sens partisan, je parle au sens de choix pour l'indépendance. Le débat qui a cours aujourd'hui, qui est intense, journaux, radio, télévision, médias sociaux, est à notre honneur. Et il est à l'honneur du Parti québécois. Les libéraux auraient dû le faire, ce débat, et le provoquer, quand le fameux rapport Taylor-Bouchard a été publié. Ils n'ont pas eu le courage de le faire. Il faut dire que ce rapport n'était pas de nature à nous enthousiasmer, on le sait bien. Gérard Bouchard, pourtant originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, aurait pu, en tout respect pour son opinion et sa science, faire un peu mieux en matière de protection de l'identité et de la culture du Québec. Charles Taylor n'est pas du Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais c'est un descendant de Madeleine de Verchères. Et c'est un grand philosophe occidental et aurait pu non seulement aborder les choses de façon un peu plus précise, mais ces deux intellectuels, je les respecte, sauf que Bouchard a dérapé, Taylor a dérapé quand il a fait sa comparaison avec Vladimir Poutine. C'était pas digne d'un grand philosophe. Et j'espère qu'il va se reprendre dans les jours qui viennent. Quel est le fond du problème? Et le Parti québécois l'a regardé dans les yeux, en prenant certains risques, mais en servant notre patrie. Le fond du problème, c'est que le Québec n'est pas et ne doit pas être multiculturel. Le Québec est multi-ethnique, chacun le sait, depuis la naissance de notre nation. Nous nous sommes métissés avec les Amérindiens à un degré tel qu'une majorité des Québécois ont des racines amérindiennes. Par la suite, sont venus des Irlandais, le quart des Québécois, et 6 premiers ministres irlandais. Pourquoi le Québec n'est pas indépendant et que l'Irlande l'est depuis longtemps, ça fait partie du mystère. Mais dire que notre aventure est une aventure ethnique, c'est non seulement du mépris, mais c'est de l'ignorance grasse. Nous sommes à ma propre table familiale, et je suis un militant indépendantiste depuis les débuts du mouvement, ou à peu près, j'ai 6 racines
origines ethniques différentes. J'aimerais ça voir ça dans le Globe and Mail. D'ailleurs, en parlant du Globe and Mail, ce qui touche aussi mon sujet, juste avant notre élection de 1976, un journaliste du Globe and Mail téléphone à notre permanence. Et c'est Gracia O'Leary qui lui répond. Il demande des renseignements. Gracia dit, je ne les ai pas, il faut appeler à Québec Robert Mackay. Qui appelle à Québec Robert Mackay. Robert Mackay, c'est pas mon dossier, c'est celui de Michael McAndrew. Le journaliste finit par parler à McAndrew, qui dit, je regrette, ces informations sont celles de notre leader parlementaire, Robert Burns. Le journaliste de Toronto pensait qu'on se foutait de sa gueule. C'était pas ça. On présentait simplement la réalité québécoise. Le Québec n'est pas une race, c'est une nation, comme les grandes nations modernes d'aujourd'hui. D'ailleurs, il y a des témoins tout à fait éloquents dans cette salle qui ne sont pas nés à l'île d'Orléans et qui sont quand même des Québécois et des Québécoises profonds et même militants pour notre indépendance nationale. Alors ce débat, dont on ne connaît pas encore au moins dans le détail l'aboutissement. Ce n'est pas les journaux qui présentent les projets à l'Assemblée nationale, même s'ils peuvent donner des informations intéressantes. C'est quand le gouvernement présentera son projet avec les détails. Donc, et surtout que ça évolue, vous avez entendu les propos de Jean-François Lisée, même ceux de M. Drainville sont ouverts à des ajustements. Alors, une expression que je n'aimais pas, qui était fréquente chez François Legault, on verra. Mais c'est bien parti. Les principes sont là. Les piliers de la charte, avez-vous remarqué, font presque l'unanimité. C'est dans les modalités que le débat est intense. Et il est intense, mais il est civilisé. Et ça aussi, c'est à notre honneur. Moi, je suis francophile, sinon francomane. J'ai fait mes études en France, etc. Mais je n'ai pas été ébloui par la façon dont ils ont fait le débat sur le mariage. J'aurais-tu plutôt avoir la retenue que nous avons ici, dans ce débat fondamental de la laïcité. Alors, on peut apprendre des Français, mais les Français peuvent apprendre de nous aussi. Sur la laïcité, on peut apprendre pas mal de choses par ailleurs, soyons honnêtes. Ils ont été courageux, ils ont été braves, et ne se sont pas produites les catastrophes que certains commentateurs avaient annoncées, là. Que les jeunes musulmans n'iraient plus à l'école, là. Ils sont à l'école autant qu'avant. Et ils y réussissent autant qu'avant. Alors, l'alarmisme n'est pas pertinent dans le genre de débat qui est le nôtre. C'est la justice, l'égalité, les principes qui doivent être les caractéristiques de la nation québécoise que nous sommes en train de construire et que nous construisons, vous avez vu Paul Général-Lajoie qui en a parlé, Guy Rocher, et que nous construisons déjà depuis un certain nombre d'années. Ce que je crois, c'est que le débat, par ailleurs, aura des résultats collatéraux, certains négatifs, certains positifs. Je commence par un que j'ai trouvé très négatif. L'exclusion de Maria Morani du Bloc québécois. Maria incarne l'intégration réussie. Elle n'est pas née sur les bords du Saint-Laurent, elle est née sur les bords de la Méditerranée. Et elle s'est intégrée parfaitement au Québec, est devenue militante de l'indépendance, a fait du bon travail. Il me semble qu'on aurait dû prendre certaines précautions avant de la mettre à la porte du Bloc québécois. Et je demande au chef Payet, et je demande à Maria de rétablir le dialogue. Et si je peux être utile, je suis prêt à y consacrer même plusieurs heures.
si nous avions eu cette convergence aux dernières élections, je ne parle pas de la disparition des partis, je parle de convergence et de collaboration intense, le Parti québécois serait majoritaire. Et on aurait moins de doutes sur l'issue du débat actuel. Alors c'est une des leçons à prendre, c'est un dommage collatéral. Un autre effet collatéral de ce grand débat, c'est de relancer la réflexion profonde sur le débat de l'indépendance nationale, qui est au-dessus de tout. L'indépendance englobe les valeurs québécoises. Les valeurs québécoises seront une des caractéristiques de la société que nous voulons réussir et bâtir en ayant les pleins pouvoirs pour le faire. Alors ça tombe bien parce qu'il y a une certaine urgence là, concernant l'indépendance. Pour plusieurs raisons. D'abord, est-ce que le Canada va nous donner, aujourd'hui que nous sommes à peu près 20% de sa population, ce qu'il nous a refusé quand on était 30%? Soyons réalistes et soyons sérieux. Notre statut provincial humiliant ne peut que se confirmer si on n'a pas le courage de dire adieu à notre appartenance au Canada. Nous ne sommes déjà plus des Canadiens. Je ne suis pas Canadien sauf pour mon rapport d'impôt. Mes petits-enfants qui ne font pas encore de rapport d'impôt ne sont pas Canadiens non plus. Et souvent, au début de l'année académique, je fais un petit sondage, main levée, dans la classe. Qui dans cette salle a déjà vu les Alpes? 100%. Ou presque. Dans mon temps, il y avait eu 2 mains levées, mais là, aujourd'hui, la jeunesse, c'est la jeunesse. Qui dans cette salle a vu les Rocheuses? Personne. Ou presque, des fois 2 ou 3. Et l'Himalaya, pas les Rocheuses. Alors, ce n'est plus ce que c'était là, du temps où on entendait les cris nos Rocheuses, nos Rocheuses. Je veux dire par cela que le Québec soit indépendant ou non, les Andes sont toujours là, les Rocheuses sont toujours là, mais notre attachement maintenant et de plus en plus pour nous et pour nos enfants est à notre patrie québécoise et à la nation québécoise. Alors, première raison pour accélérer la conjoncture canadienne ne s'améliore pas. Deuxième raison pour accélérer, une force extrêmement puissante qui a transformé le monde au cours des 50 dernières années et qui s'appelle la mondialisation est à l'œuvre. Et elle a des effets extrêmement positifs. Des centaines de millions d'êtres humains vivent mieux maintenant qu'il y a 30 ou 40 ans. Mais elle a aussi des effets potentiellement dangereux et négatifs sur le plan socio-économique, de travailleurs exploités pour vendre bon marché dans nos magasins, de travailleurs exploités même presque physiquement. Pour empêcher ces excès de mondialisation, il n'y a qu'une façon: l'action internationale puissante et coordonnée, aux Nations Unies, à l'OMC, à l'UNESCO et partout. Or, dans le mot international, il y a le mot nation. Et toutes les nations qui peuvent être indépendantes, et c'est absolument clair pour le Québec, ont le devoir de l'être. Se battre pour notre indépendance nationale, ça n'a plus rien à voir tellement avec le nationalisme, c'est un civisme planétaire pour nous faire participer, comme c'est notre devoir de le faire, au Concert des Nations. On ne doit pas être assis de façon humiliante au Conseil de la Fédération entre la Nouvelle-Écosse et l'île du Prince-Édouard, pour lequel j'ai beaucoup de respect, mais on doit être assis aux Nations Unies, sur les bords de l'East River, à New York, où nous sommes attendus. Je ne sais pas si vous avez vu avec quelle vitesse le Canada a reconnu les indépendances nationales. Il y en a eu une cinquantaine depuis 50 ans, et davantage, plus que 50. À la Fondation des Nations Unies, il y avait 50 membres. Aujourd'hui, il y en a 200. Alors, ne vous inquiétez pas.
Quand nous choisirons la liberté, le message sera compris partout. Et plusieurs nations se réjouiront de nous avoir comme interlocuteurs en direct, parce qu'à bien des égards, et on ne le dit pas très souvent, on est un peu comme les Français, on s'autocritique beaucoup, avec la différence que souvent ils ne se croient pas. Mais nous, on se croit. Les succès québécois, là, et je ne veux pas faire de fanfaronnade, il est spectaculaire comparé aux autres nations. Pourquoi, par exemple, on a été presque épargné, en tout cas beaucoup plus que les autres, de la crise nord-américaine, parce qu'on répartit la richesse. Parce que la moitié du commerce bancaire est fait par une coopérative. Parce que l'essentiel de la transformation agroalimentaire est fait par une coopérative. Parce que l'économie sociale est plus développée au Québec que dans cette exemplaire Europe du Nord qui a inspiré le monde pendant longtemps. Alors, quand on est à ce niveau de succès, on ne peut que prétendre à un niveau supérieur que la liberté nous donnera. Si on a pu faire ça en étant une simple province du Canada, imaginez-vous ce qu'on pourra faire par la suite. Je vais aussi vous donner, et c'est référencié, là, c'est écrit un peu partout, deux indices vraiment très stimulants. Il y a eu un sondage mondial auprès de 250 000 hommes et femmes de cette planète sur le niveau de bonheur. Vous l'avez vu, c'était publié dans le Devoir, c'est un professeur de McGill qui a travaillé ça, donc il n'est pas à la solde du Parti québécois. Niveau de bonheur humain, Québec, deuxième au monde, après la Norvège. Ce n'est pas rien. Développement économique suivant l'indice de Stiglitz, Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie, qui a dit que le produit national brut était trop brut pour juger de nation. Donc, il y avait une quinzaine de facteurs, dont la sécurité, la santé, l'espérance de vie, le niveau d'éducation, le logement familial, et le Québec a mis premier dans cette politique. Avec ces constatations, plus j'entends le mot province, plus je suis enragé. Je ne suis pas découragé, je suis enragé. Et enragé dans le bon sens du terme. Je suis un militant, vous êtes des militants. On ne s'est pas trompé de combat. On ne l'a simplement pas encore mené à terme. Ce n'est pas dire qu'on n'a pas fait quelques erreurs. Oui, on a fait quelques erreurs. Mais on a un sacré bout de chemin de fait. Et je compte sur vous et tous ces jeunes de cette génération et sur l'alliance intergénérationnelle pour faire en sorte que notre drapeau, qui est un des plus beaux du monde, surtout une belle journée d'hiver, ciel bleu, neige blanche, il est à peu près partout au bord. On a 1 million de lacs, puis il y a beaucoup de drapeaux québécois, et puis il y en a sur le Richelieu, le Saint-Laurent et le Saguenay. Mais il y a une place où il n'est pas. New York, East River, siège social des Nations Unies. Le jour où il va s'élever là, le monde entier aura compris que nous avons choisi la liberté et le bonheur national. Triangle amoureux, gauche, islam et multiculturalisme. Ce n'est pas une blague, c'est un livre à paraître. Bon, je reconnais que le titre est un peu cocasse. C'est moi qui ai l'honneur aujourd'hui de présenter le premier panel. Donc, je vous présente tout de suite nos conférenciers. À ma gauche, immédiate, M. Stéphane Guéry, enseignant collégial,
aussi auteur du livre À l'ombre du mur, trajectoire et destin de la génération X, paru chez Boréal. Et nous avons aussi l'honneur d'avoir M. Christian Dufour. M. Dufour est chroniqueur, professeur à l'ENA et aussi auteur du livre Les Québécois et l'anglais, le retour du mouton. Donc, en guise de présentation, en guise d'introduction plutôt, le premier panel, le thème du premier panel, c'est la charte, l'identité et le cadre fédéral. Donc, il apparaît crucial pour l'équipe de Génération nationale de replacer la proposition du gouvernement du Québec d'instauration d'une politique de laïcité dans son contexte identitaire et institutionnel. La nation québécoise, aux prises avec une constitution à laquelle elle n'a jamais adhéré, doit maintenant faire face au multiculturalisme constitutionnel canadien, en vue de devoir affronter un multiculturalisme de facto qui ronge de plus en plus toutes les sociétés occidentales. En conférant à la Charte canadienne des droits et libertés, Simon Pierre l'a évoqué, une mission civilisatrice, le Canada anglais et les fédéralistes souhaitent encore domestiquer les élans légitimes et existentiels d'une nation de souche française qui, par son caractère distinct, vient contrecarrer leurs aspirations. Le fédéralisme canadien folklorise les aspirations du Québec en tentant de leur associer de manière caricaturale des intentions xénophobes. Mais M. Landry l'a dit, le nationalisme québécois est tout sauf un nationalisme ethnique. Donc, la Charte des valeurs québécoises s'inscrit donc pour nous dans la volonté de renouer avec un héritage républicain caractéristique de l'histoire canadienne-française, mais aussi avec une sensibilité conservatrice favorable aux intérêts nationaux. La mise en place d'une laïcité fermée dans nos institutions correspondrait à une sortie au moins partielle d'un multiculturalisme qui favorise grandement l'islamisation croissante de la civilisation occidentale et qui ne correspondra jamais à la préservation de notre patrimoine. De plus, l'émergence d'un courant souverainiste, quasi ouvertement multiculturaliste, confirme aussi nos appréhensions relativement à la perte de repères de notre société. En misant sur une idéologie visant à recréer à l'échelle d'un seul État toute la diversité culturelle mondiale, certains souverainistes de gauche affectent gravement les racines identitaires du projet d'indépendance, projet qui évidemment doit être unitaire. Donc c'est pourquoi il convient dès aujourd'hui d'amorcer ou de réamorcer un travail pédagogique destiné à redonner ses lettres de noblesse à une identité québécoise, en totale perte de vitesse actuellement, il faut le reconnaître. Donc, je vais laisser la parole à M. Kelly qui va commencer. Oui. Bon, alors, M. Landry a parlé de la présence irlandaise dans le mouvement nationaliste. Je vais vous parler de ma famille. Mes ancêtres des Kelly sont arrivés au Québec dans les années 1820, 1830, et ils n'ont pas attendu 1976 pour imposer une loi 101. Ma grand-mère a eu 12 enfants, Louise O'Kane, et dans la maison, il y avait un interdit. On n'avait pas le droit de parler anglais. Okay, alors, la plupart de mes oncles, mes tantes ne parlent pas un mot d'anglais. Et c'est le prix qu'on a payé pour devenir des Québécois. Quand j'ai terminé ma thèse de doctorat il y a quelques années, qui a mené à la publication du livre La Petite Loterie, je me suis mis à m'intéresser à l'histoire irlandaise. Je me suis aperçu que j'avais des origines irlandaises. À l'occasion, je parlais de ça à mon père. Mon père me disait, Stéphane, on est des Québécois. OK, alors je vais vous parler de l'intégration, de la famille et du métissage. J'enseigne beaucoup de cours au collège sur la famille, sur l'immigration. Je n'ai rien écrit jusqu'à maintenant, ça fait 10 ans que j'enseigne et que j'observe dans mon quartier à Tétroville comment ça se passe.
Alors, le débat sur la charte me fait penser cette chanson de Jacques Brel. Ça va. Ce constat, ça va. Je ne l'ai jamais entendu aussi souvent que durant les derniers jours, sous la plume des scribes du journal La Presse. L'immigration, ça va. La sécurité, ça va. L'égalité des sexes, ça va. Tout baigne à Montréal. Finalement, le ministre Drainville a inventé un problème pour gagner les élections. Avant d'aller plus loin, je constate qu'on peut conclure que ça va à Montréal. Tout dépend d'où l'on part. Si on habite les beaux quartiers, Myland, Outremont, Plateau, oui, ça va. Il s'agit d'être membre d'une classe sociale, éclairée, et qui attend du peuple un peu plus de reconnaissance. Alors, vu des beaux quartiers, ça va très bien à Montréal. J'habite à Tétroville, non, ça ne va pas. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des parents que je côtoie, au hockey, au scout, au parc, à l'école, et aussi ce constat est dressé par de modestes travailleurs que j'aime interroger, des travailleurs de première ligne qui affrontent au jour le jour les effets collatéraux du choc des cultures dans ce coin de pays qui hésite à se donner des repères et des limites. Les professeurs, les chauffeurs d'autobus, les infirmières, les travailleurs sociaux, les pompiers, les médecins, bien des gens parmi ces professions donnent un son de cloche différent à micro fermé. Je dis à micro fermé, ce n'est pas tout à fait juste. Les journalistes ne se donnent pas la peine de visiter ces quartiers, de les scruter, de les comprendre, avec des données sérieuses, avec un regard critique. Les journalistes sont trop occupés à tweeter, à parader sur les plateaux de télévision ou animer des navets comme deux hommes en or. Les parents que je côtoyais dans la ligue de hockey de mon fils m'ont parlé avec effroi des écoles à Rivière-des-Prairies. Au fond d'un aréna, une mère algérienne musulmane m'a annoncé un soir, nous avons déménagé à Lachenay. Vous savez, Stéphane, la mosaïque montréalaise, j'en ai marre. Une autre mère m'a confié avoir sorti son fils d'une école à Montréal-Nord. Les profs lui ont dit, si vous avez les moyens, inscrivez-le dans un autre quartier. Ici, c'est l'enfer. Ces élèves sont sur le Ritalin jusqu'à 14 ans. Après, c'est le crack. Un collègue de travail altermondialiste habitant sur le plateau Mont-Royal qui fait la grimace quand je lui rappelle que j'habite à Tétroville. Il a enseigné une année à la Pointe-Volante d'Anjou, à 2 pas de chez nous. Il m'a parlé de ses élèves originaires des Caraïbes d'une façon peu charitable, en précisant scrupuleusement qu'il était un souverainiste non nationaliste. Voilà une étiquette qui rachète tout. Je pourrais aussi vous parler de 2 anciens collègues qui ont perdu leur adolescente aux mains de gangs de rue. Des petits nazis, des petits machos, des petits barbares, en petits pervers narcissiques, ont cassé ces pauvres filles, comme on dit élégamment. Ça va bien, ça va. Mais ne laissez pas votre fille prendre l'autobus sur Henri Bourassa un samedi soir à minuit. Il se pourrait que vous changiez d'idée sur le niveau de sécurité de notre paisible ville. Il se pourrait que vous soyez alors tenté de changer de ville. Comme le caressent certains futurs exclus de la charte, il paraît en fait que Toronto est une ville pas pire. Alors, je vais vous parler d'un livre collectif publié par le Dominion Institute en association avec la Fondation Trudeau. Il y a des signatures québécoises, j'ai même publié moi-même un texte dans ce livre-là. Il y a 2 textes sur l'immigration qu'il faut absolument lire, écrits par des Canadiens anglais. Ce que les Canadiens anglais peuvent se dire entre eux sur l'immigration en s'imaginant qu'il n'y a aucun Québécois qui va lire ça.
Alors, ça s'appelle Canada in 2020. Et c'est André Pratt qui m'a demandé d'écrire ce texte-là. Alors, je l'en remercie encore. Alors, dans une publication financée par la Fondation Trudeau intitulée Canada 2020, un article a attiré mon attention. Un économiste de centre-gauche, Daniel Stoffman, publie un livre chez Boréal il y a quelques années sur les générations et les mouvements démographiques. Stoffman révèle, chiffre à l'appui, combien le multiculturalisme est devenu un dogme stérile en ce pays. Un dogme qui menace la cohésion sociale, culturelle et économique du Canada. Un dogme qui rend le quotidien insupportable aux classes populaires ainsi qu'aux immigrants eux-mêmes. Selon Stoffman, depuis 30 ans, conservateurs et libéraux sont devenus plus multiculturalistes que l'était Trudeau. Lors de sa dernière année comme premier ministre en 1981, l'idole des Canadiens, M. Trudeau, avait pourtant diminué de 25% l'entrée d'immigrants au pays. Toute personne proposant de telles choses aujourd'hui serait qualifiée de l'épéniste. Le pénis. Pardonnez-moi. Disciple de Jean-Marie Le Pen. En particulier son nez d'allégeance souverainiste. Résumons brièvement ici le portrait que dresse Stoffman de la ville de Toronto. Pour lui, c'est un cauchemar multiculturel. La population de Toronto autour de 2020 s'élèvera à 7 millions d'habitants. L'autoroute 401 est devenue la voie la plus congestionnée en Amérique du Nord. La grande majorité des immigrants, diplômés ou pas, ne peuvent espérer obtenir plus qu'un job de domestique, de balayeur ou de plongeur dans un hôtel. Dans cette ville paradisiaque, 60% des immigrants qualifiés sont sans emploi ou sous-employés. Dans les écoles primaires à Toronto, un prof perd en moyenne une journée par semaine à aider des enfants qui ne parlent pas un mot d'anglais. On assiste à la naissance d'une underclass anomique. Les enfants de cette classe glissent dans la culture de la délinquance. Plus largement, à l'ensemble du Canada, depuis 1981, la situation des immigrants s'est fortement dégradée, selon Stoffman. Le niveau de pauvreté dans les années 70 était semblable à celui des autres Canadiens, autour de 20%. Maintenant, il est autour de 50%, tandis qu'il est resté autour de 20% pour les autres Canadiens. En outre, le taux d'emploi des immigrants s'est détérioré depuis l'ère Mulroney. On aime se rassurer en disant que les immigrants prennent des jobs que les autres Canadiens sont trop larges pour accepter. Faux, répond Stoffman, les emplois les plus durs sont encore occupés par les Canadiens de vieille extraction. Cet argument est donc fallacieux. Il est probable que le grand patronat et la droite économique maintiennent leur appui au multiculturalisme pour maintenir une pression à la baisse sur les salaires et les conditions de travail. Avec l'appui, évidemment, de la gauche culturelle. Pourquoi se refuse-t-on alors à discuter les ratés de la politique d'immigration mis en place au tournant des années 80? Le fossé entre le langage des droits et les réalités sociales s'explique, à mon avis, parce qu'une classe sociale tire profit de cette situation. Dans The Next American Nation, publié en 1995, l'essayiste américain Michael Lind avait montré que la nouvelle classe supérieure américaine avait troqué la social-démocratie pour le multiculturalisme afin de lancer les États-Unis dans l'âge de la mondialisation. Sur le plan politique, cette classe supérieure, overclass, était la rencontre de la droite économique et de la gauche multiculturelle. La première avait fourni les arguments à l'élite managériale, dans le secteur de l'économie. La seconde avait soufflé ses analyses à l'élite culturelle. Ces deux composantes de la classe supérieure peuvent certes parfois avoir des divergences sur certains sujets, mais ils partagent toutefois une condition sociale commune. Ils vivent à distance des classes populaires. Ils possèdent leur quartier, leurs écoles, leurs cliniques de santé, en étant de plus en plus insulaires. Il leur est plus facile de fermer les yeux sur les ratés des politiques pour créer un monde multiculturel. Ils parlent des quartiers chauds sur le bout des lèvres. Ces quartiers en arracheraient à leurs yeux à cause de l'ostracisme de la majorité.
J'habite à deux pas de la place Versailles. Depuis la crise des accommodements en 2006, chez les musulmans, le port des signes religieux gagne du terrain à grande vitesse. Voir dans le voile, le niqab ou la burqa de banals signes religieux témoignent d'un profond angélisme. Dans les faits, ils sont utilisés afin de décourager les mariages hors communauté. Tout le monde connaît l'expression « It's the economy stupid ». Au sujet du débat sur la charte, je serais tenté de la paraphraser comme suit « It's the sex stupid ». Ou, en bon français, « Une question de cul, pauvre con ». Le philosophe américain d'origine japonaise, Francis Fukuyama, est aussi de cet avis. Dans le journal Le Monde, il a déjà écrit au sujet du voile islamique, j'ouvre les guillemets, les musulmans traditionnalistes sont plus astucieux qu'il n'y paraît lorsqu'ils insistent pour distinguer leurs filles avec un voile qui signale qu'elles ne sont pas sexuellement disponibles pour les non-musulmans. La rapidité avec laquelle un groupe de deuxième ou troisième génération s'intègre dépend en partie du taux de mariage hors communauté, qui est lui-même une conséquence du degré de contrôle par les familles immigrées de la sexualité de leurs filles. Fin de la citation. Ces signes ont moins à voir avec la religion qu'avec la famille. Ces signes religieux servent à subtilement renforcer une structure familiale patriarcale. Ils instrumentalisent une religion, certes, on le savait, mais dans un but précis, permettre de préserver des pratiques familiales contraires à la culture politique québécoise. Si nos institutions publiques tolèrent ces signes, le processus de métissage ralentira, l'intégration échouera et la crise sociale gagnera du terrain. En matière de métissage, les pays de l'Occident ont des résultats très variables. Commençons par ce pays terrible qui s'accroche à la laïcité. En France, 20% des jeunes Algériens marient un Français de souche. 20%. En Angleterre, maintenant, 10% des Pakistanaises marient un Anglais de souche. 2 fois moins. Et aux États-Unis, patrie chérie de Elvis Gratton et de Gérard Bouchard, 1 à 2% des femmes noires peuvent espérer marier un homme blanc. 1 à 2% des femmes noires espèrent marier un homme blanc. Quand je donne ces statistiques-là à mes élèves, ils sont renversés, puis ils pensent que j'invente des affaires. Voilà le beau bilan de pays dont les élites jugent les mesures laïques comme autant de crimes contre l'humanité. La citation de Fukuyama, citée plus haut, situe bien l'enjeu. Intégrer des immigrants, en somme, c'est mettre en place des conditions qui favorisent le métissage. Je me souviens d'une époque, pas si lointaine, où on parlait abondamment de métissage. C'était durant les années 80. Les intellectuels de la revue Vice Versa menaient un dur procès contre le nationalisme québécois. Rengaine connu, on l'accusait, ce nationalisme, d'être frileux, pur laineux, ethnicisant. S'appuyant sur les thèses de Guy Scarpetta développées dans l'essai L'impureté, cette revue ne jurait que par le métissage. Il fallait renoncer à créer une culture nationale au profit d'un idéal transculturel. Où sont-ils aujourd'hui, ces prophètes du métissage? Il semble que, étrangement, ils ont changé de combat. Le vent a bizarrement tourné. Que les accommodements raisonnables finissent souvent, dans les faits, par ralentir et entraver le nécessaire métissage des jeunes issus de l'immigration avec ceux de la majorité francophone. À mes yeux, la Charte favorise le métissage. Les pluralistes, les multiculturalistes et les progressistes s'y opposent au nom de droits qu'ils se refusent à nommer le droit à la fermeture, le droit à la ségrégation volontaire. Pourquoi le métissage s'instaure-t-il plus rapidement en France que dans les pays anglo-saxons? Le démographe Emmanuel Todd rappelle que la structure familiale française, égalitaire et libérale, est fondée sur des principes universalistes qui forcent l'égalité.
Le modèle français prône une méthode plus abrupte. Si un élément de la culture immigrée est contraire avec celle de la culture de la société d'accueil, l'immigrant doit y renoncer. Excision, polygamie, endogamie, c'est-à-dire le mariage entre cousins par exemple. L'intégration à la française prend plus la forme de l'assimilation que de la ségrégation. Le système républicain français a le mérite de révéler avec plus de franchise les concessions que toute société exige de ses immigrants. Toute intégration d'une population étrangère nécessite un processus d'acculturation plus ou moins douloureux. Plus le degré d'éloignement culturel est élevé entre la culture immigrée et la culture d'accueil, plus l'immigrant devra subir une certaine douleur. Beaucoup de familles immigrées hésitent à se mêler aux Québécois de souche. Et ça tient en partie aux caractéristiques de notre cellule familiale hyper moderne. Comparativement au Canada anglais ou même à la France, la cellule familiale québécoise a été affaiblie par la révolution culturelle. Plus de divorces, plus d'unions libres, plus de monoparentalité, une natalité anémique, plus de naissances hors mariage. Il n'est pas besoin d'être conservateur pour convenir que la cellule familiale du Québec français est fragile. Cette fragilité, cette instabilité de la cellule familiale québécoise mine le potentiel intégrateur du Québec français. À mon avis, l'excentricité de la famille québécoise possède un caractère répulsif pour les immigrants. Beaucoup de familles immigrées regardent avec effroi, stupéfaction, méfiance et dédain les valeurs et les mœurs du Québec français, notamment au sujet de sa vie familiale. Le jeune arabe exprime cet effroi quand il compare la québécoise avec la femme arabe. L'une est décente, prude, en préservant sa virginité. L'autre est une dévergondée, une salope. Pour ça, je m'appuie sur une étude qui a été faite par un spécialiste québécois des relations ethniques au sujet de la communauté arabe. Revenons au modèle multiculturel anglo-saxon. Dans ces pays, une longue tradition différentialiste fait au contraire primer des logiques ségrégationnistes. Le meilleur exemple étant celui des Noirs américains. Les peuples anglo-saxons accordent plus de latitude à leur minorité. En revanche, certains demeurent étrangères à la majorité WASP pendant plusieurs générations. L'idéologie multiculturaliste n'a pas permis la préservation d'aucune culture immigrée. Par contre, elle nourrit une désorganisation sociale et psychologique. En retardant l'adhésion aux valeurs de la société d'accueil, les adolescents sont entraînés dans une dérive anomique, faite de rage, de ressentiment et de désespoir. Pour en revenir au Québec, il faut convenir que les immigrants font face à un déchirant dilemme. Le modèle anglo-saxon semble promettre plus de liberté. Si des familles immigrées cherchent à reproduire des mœurs patriarcales, elles peuvent penser qu'elles seraient mieux respectées dans le cadre de la philosophie d'accueil anglo-américaine ou anglo-canadienne. Si elles sont prêtes à vivre dans une société où il y a plus d'inégalités, où les politiques familiales sont moins généreuses, où l'aide sociale est plus radine, effectivement, vivre en Ontario, en Alberta ou au Manitoba pourrait s'avérer un choix logique. Certains diront que le Canada a toujours été une terre d'accueil. C'est vrai. Irlandais, Juifs, Italiens, Grecs ont peuplé Montréal jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Il y avait toutefois une différence. L'élite et le peuple vivaient encore côte à côte, dans les rues, parfois les mêmes immeubles. La société dans son ensemble subissait les effets de la désorganisation sociale. La société, en retour, dans son ensemble, avait intérêt à trouver des solutions qui convenaient à tous. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Le danger et le malheur social ne concernent plus que le peuple. Dans ces quartiers réservés, l'élite échappe à la désorganisation sociale. Elle en ignore même l'existence. Tout va bien. Alors, on n'a qu'à lire les chroniques et les éditoriaux de nos principaux journaux. Voulue par l'élite économique, l'immigration récente a été accueillie au moindre coût et dans des conditions indécentes. Cet accueil a été réservé au peuple qui doit en payer doublement le prix. Il doit tolérer la désorganisation sociale et il doit se taire s'il lui prend l'envie d'exiger quelques balises. Parfait. L'aveuglement volontaire face au raté de l'immigration repose sur les complicités tacites nouées entre trois acteurs.
le grand patronat, la droite économique et la gauche multipliée. Michael Kelly-Gagnon, plus Léon Courville, plus Jocelyn McClure. Ils ont œuvré à la formation d'une grosse armée de réserve qui pèse de façon inacceptable sur les salaires des petits salariés et évidemment sur le niveau de sécurité dans les quartiers chauds. Les ratés de l'immigration mal utilisés ont été utilisés contre le peuple. Celui-ci a dû en supporter le coût avant d'être diabolisé pour s'en être plaint. Alors je conclus. Le débat sur la charte révèle de façon cruelle le fossé entre le peuple et l'élite, et pas seulement au Québec, parce que le pourcentage en faveur de la charte est presque aussi élevé dans le reste du Canada. Peut-être vous êtes déjà demandé, si vous êtes un amateur de hockey, pourquoi, dans les années 70, plusieurs joueurs du Canadien d'origine anglophone ont appris le français. Hein, les Bob Gainey, les Larry Robinson. Alors qu'aujourd'hui, évidemment, il n'y a aucune obligation, puis ils n'ont aucun intérêt à apprendre le français. À l'époque, on se comportait comme une majorité. Le Québec, à l'époque, une société qui était jeune, une société qui était en colère, puis qui voulait s'affirmer comme société francophone. Le sociologue Hubert Guindon me parlait souvent de la thèse du sociologue américain spécialiste de relations ethniques, Everett C. Hughes. Selon Hughes, une minorité va toujours s'allier au plus fort. Les bons sentiments sont d'un bien piètre secours quand on veut se faire respecter. Nous avons cet automne une occasion en or pour imposer le respect. Merci. Je vous remercie d'abord Simon-Pierre de m'avoir invité, puis les membres de Génération Nationale. Je fais tellement ça participer à ce genre d'événement-là. C'est un peu impressionnant. Je suis très content de partager la tribune avec Stéphane Kelly, qui est vraiment quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect, indépendant, beaucoup d'affection aussi, je peux dire. Je suis encore en fait du lancement de sa petite loterie, qui est un moment très, très intense, je trouve, dans la réflexion politique québécoise. Donc, on m'a demandé de vous parler de la Charte des valeurs québécoises dans le contexte canadien. Je n'ai pas de texte écrit, c'est plutôt informel, puis l'échange à la fin est très important pour moi. J'ai beaucoup d'interaction, c'est un peu pour ça que je fais ça. Je suis habitué à m'exprimer, souvent je suis tout seul. C'est bon quand tu as des réactions. Donc, je ressens tout que le projet de charte, c'est un projet d'un gouvernement souverainiste qui aimerait bien être remporté au pouvoir de façon majoritaire, qui aimerait bien que la souveraineté aille. Mais c'est pas juste ça, la Charte des valeurs, c'est quand même quelque chose qui est présenté alors que le Québec est dans le Canada. Et ça ne porte pas sur la souveraineté du Québec. Ça porte en grande partie sur la spécificité identitaire québécoise au sein du Canada. On touche à la société distincte québécoise au sein du Canada. On est dans le Canada, mais sur certains aspects importants, on est différent des autres Canadiens. Dans ce dossier-là, si je voulais résumer ça de façon non controversée, je dirais que la modernité québécoise est plus associée à la laïcité que le reste du Canada. Le Québec issu de la Révolution tranquille, c'est pas étonnant parce qu'on parle français, on ne parle pas serbo-croate. Donc, le Québec moderne, c'est le plus laïque que le reste du Canada. Ce qui veut dire que Montréal n'est pas Paris. Il reste que les supporters de la laïcité ne doivent jamais oublier que Montréal n'est pas Paris. Mais Montréal, c'est pas Vancouver, puis c'est pas Toronto non plus. Donc, on est dans un débat sur la société distincte québécoise au sein du Canada. C'est très révélateur, parce qu'il y a quand même des souverainistes convaincus, de vieux souverainistes, pas dans le sens péjoratif, qui sont contre la Charte, quand même, qui sont contre des éléments importants. Isabelle, qui est le plus souverainiste que vous avez. Alors qu'il y a des fédéralistes qui sont pour la Charte. Moi, j'ai un vieil oncle allumé, très sympathique, qui ne veut rien savoir des séparatistes, mais qui est pour la Charte. Donc, on est vraiment en face de quelque chose de différent, de très stimulant intellectuellement aussi. Moi, je dois dire que la société distincte, moi, c'est un peu back to the future. Ça m'a rappelé
mon premier livre, en fait, que j'ai publié il y a 25 ans. À l'époque du combat pour la cause du lac Meech, pour la société distincte. Ça s'appelait Le défi québécois. C'était pas un livre sur le en anglais, c'était traduit en anglais et on avait gardé le titre français, Le défi québécois, mais on l'avait mis en dessous, Canadian Challenge, qui est vraiment le combat de la société distincte au sein du Canada. Moi, c'est vraiment mon paramètre très essentiel. Et je trouve que, si je veux voir le prétentieux, mais j'ai regardé un peu le livre en fin de semaine, puis je trouve que l'analyse du livre, elle tient la route. Je sais que c'est un peu prétentieux. Quand on écrit des livres, il faut y croire un peu. Parce qu'on est là-dedans jusqu'au bout. L'incapacité du Canada à reconnaître que le Québec constitue une société distincte au sein du Canada. L'énorme intolérance qui se manifeste automatiquement quand le Québec essaie simplement d'être Québec. La thèse du livre, à l'époque, c'était vraiment l'effet de la conquête. Moi, ce que j'essaie de défendre, c'est que la conquête a été lourde, la conquête a été une fécondation et une agression. J'ai une fécondation dans la mesure où ça a changé le Québec. Il y a des éléments qu'on a intégrés, des anglophones qui vont toujours rester, même si le Québec est devenu indépendant. L'Assemblée nationale du Québec, quelqu'un comme M. Landry le sait, c'est une des plus vieilles assemblées de type Westminster au monde. Et ce sont nos institutions, on n'en a pas comme d'autres, parce qu'à l'époque où on était rattaché à la France, c'était la monarchie de droit divin de Louis XV. Donc, les institutions politiques québécoises sont totalement britanniques. En même temps, elles sont québécoises. Il y a d'autres éléments très, très concrets. Le Québécois dit ordinaire va manger plus spontanément des œufs, du bacon au petit déjeuner que des croissants. Donc, il y a cet aspect-là. Ouais. Mais il y a aussi l'aspect conquête, agression. Une conquête, moi c'est ce que j'essaie de faire ressortir dans le livre, c'est la confiscation au fond de l'énergie collective qui découle de l'identité nationale d'un peuple conquis. Lorsque il y a une identité nationale, ça génère de l'énergie, ça génère du pouvoir, et quand il est conquis, le conquérant se l'approprie. Et c'était quand même beaucoup ça le débat sur la société distincte. C'était d'essayer de faire reconnaître au reste du Canada que le Québec est différent et au sein du Canada et que ça a des conséquences. Que des conséquences concrètes découlent de ça. C'est pas juste une déclaration, dans un océan, puis c'est différent. C'est que des conséquences concrètes qui découlent de ça. Et c'est révélateur à l'époque du débat sur la cause du lac Meech. Beaucoup de gens disaient oui, vous êtes différents, mais. Il y avait toujours oui, mais il y a les autres provinces, puis les autochtones, puis il y a ci, puis il y a ça. On voit à quel point c'est très menaçant pour le Canada de reconnaître que le Québec est différent. Il ne faut jamais oublier que le Canada fondamental, c'est le Québec. Le peuple fondateur du Canada, ce sont les ancêtres des séparatistes d'aujourd'hui. C'est ça le... Pendant 200 ans, les seuls à s'appeler canadiens, à être appelés canadiens par les autres, c'était l'essentiel des francophones. Les premiers habitants du pays, les autochtones, n'auraient jamais pensé s'appeler canadiens. Les autres étaient des British, donc c'est le peuple fondateur du Canada. Et le Canada a un problème dans la mesure où il est comme en guerre avec son peuple fondateur. Il y a le problème canadien. Et comme le disait Stéphane, le Canada va être très ouvert à l'égard des différences, mais à l'égard du Québec, il est plus fermé. Il se sent plus menacé. Et ça continue. Donc, on le voit quand même dans ce dossier-là. Parce qu'au fond, au-delà des débats politiques, des considérations je ne suis pas naïf, je sais bien que ce projet-là se situe dans un cadre complexe, mais c'est quand même une charte qui est pleine de bon sens dans une perspective québécoise. Moi, je veux dire que j'ai découvert des choses dans ce débat-là. Parce que moi, je suis un analyste politique. Tu sais, on fait de l'analyse politique à la longue, on vient, on se fait nos dessins d'images, puis on essaie d'être réaliste. Et dans ce dossier-là, j'ai réalisé qu'il y avait un Québécois, un individu québécois, qui, au point de départ, ne veut rien savoir que les signes religieux soient attachés pour le faire. Moi, là-dessus, je suis comme le peuple québécois, je trouve qu'on veut, moi, je veux ça. Un fonctionnaire, c'est un fonctionnaire. Et puis, moi, j'ai même un côté arabe, moi, j'adore les arabes, là, puis je suis même au islam. Sauf que quand tu travailles pour le gouvernement du Québec, c'est ça la différence québécoise, bah, tes signes religieux ostentatoires, tu les gardes dans la maison, ou à la mosquée, ou dans la rue, n'importe quoi. Donc, moi, c'est mon... Et pas non plus qu'il ne faut pas oublier que les différences dans le turban chez les Sikhs, en fait, c'est obligatoire dans les Sikhs. Ça fait partie vraiment, c'est une prescription de la religion. Alors que je connaissais l'islam pour savoir que le voile pour les femmes musulmanes, c'est pas obligatoire. Donc c'est un choix personnel, donc je dis bon, moi faire le choix, là, mais super, le gouvernement, comme dit Pierre Faubriard dans la presse, d'ailleurs qui a sauvé l'honneur de la presse, je pense qu'il faut dire que Pierre Faubriard
compte d'une espèce de bon sens québécois fondamental. De dire, ben, c'est ça, la règle québécoise. Donc, c'est que le Québec, en fait, dans ce domaine-là, essaie d'adopter une façon de gérer ce problème-là qui est universel. Il faut réaliser une chose, c'est qu'on touche à l'universel. On est dans le Québec, on est dans la planète aussi, parce que toutes les sociétés sont confrontées à ça. Toutes les sociétés essaient de gérer la différence ethnique, religieuse, identitaire, de façon plus ou moins efficace. Le Québec essaie de le faire à sa façon, en tenant compte du fait que le Québécois moderne attache plus d'importance à la laïcité que les autres Canadiens. Et là, c'est la fureur dans le Sud du Canada. Le Québec bashing, il y en a depuis toujours dans le Sud du Canada. Moi, ça ne m'a pas me prendre malade, pour être franc. Sauf que quand c'est le Globe and Mail, qui est quand même le quotidien intellectuel prestigieux du Canada, qui commence son éditorial le lendemain du jour où Bernard Dreville en public la charte, qui commence son éditorial en disant horrible, impensable, effrayant. Puis là, il enchaîne sur une comparaison avec l'Arabie Saoudite. Donc, on voit, oui, l'intolérance. On voit, oui, l'intolérance. Hein? Parce qu'on peut être d'accord, là, je comprends qu'il y a un débat, même Musarel, voilà, d'accord. Mais là, quand tu es rendu, là, d'émotivité, on l'a vu pendant une semaine, la semaine après que la charte a été rendue publique, la charte de la honte. Hein? Impensable, on s'éloignait en fait de l'humanité fondamentale. Le Québec était dans un dérapage qui devenait de l'aide. Non, mais moi, j'en veux pas, parce que moi, j'étais un peu naïf là-dessus, parce que moi, je trouvais ça tellement élémentaire que je disais, on est rendu là. C'est rendu que juste de rappeler qu'un fonctionnaire, ça ne porte pas de signe religieux ostentatoire, tu t'éloignes de la civilisation, c'était beaucoup, là. Et je dois dire que ce qui m'a troublé, c'est que beaucoup de gens, que je trouvais intelligents, parce qu'on est tolérants, je ne sais pas qui pensait ça. Non, mais prenez l'argument qu'on a entendu et réentendu à l'effet qu'on est pour la neutralité de l'État, qu'on est pour la justice évidente, qu'on est pour ça, tout le monde est pour ça. Mais ça n'a pas de rapport qu'un fonctionnaire a des signes religieux. Vraiment, là, ça n'a pas de rapport du tout. Puis, moi, j'en reviens pas de ça. C'est ça qu'on est cartésien, mais il me semble que c'est évident qu'un État, c'est pas juste un concept. Hein? Ça s'affirme par des individus. Donc, je trouve que c'est vraiment un combat pour la différence québécoise au sein du Canada. C'est pas juste ça, je sais pas. Mais c'est ça. C'est quand même ça. Et c'est révélateur que l'intolérance, sur ce point-là, d'un pays qui est quand même très doux, le reste du Canada, c'est quand même pas la Corée du Nord, là, mais là-dessus, on voit qu'ils deviennent implacables. Les élites deviennent implacables parce que tu touches à l'identité. Quand tu touches à l'identité, ça devient émotif, symbolique. Moi, juste quelqu'un qu'on m'a rencontré pas, que je trouve qui peut être intéressant parfois, qui est assez froid, on voyait dans ses historiaux là-dessus, que là, il se braquait, là. Hein, lui-même devenait émotif. Donc, on touche à quelque chose d'important parce que la force de la couche n'a pas été adoptée. Hein? On n'a pas été capable, puis moi j'en suis désolé, hein, de se faire reconnaître comme une société distincte au sein du Canada, et on voit les conséquences de ça. Back to the Future aussi, il faut se souvenir, là je trahis mon grand âge, dans les années 60, on parlait du bilinguisme et du biculturalisme. Voilà. Et il y avait une commission célèbre, BNP, sur le bilinguisme et le biculturalisme, la commission Laurent dans le temps, et on a eu un glissement du biculturalisme au multiculturalisme. Vous voyez l'incapacité ou la grande difficulté du Canada à reconnaître que le Québec est là, différent. Ça veut dire quelque chose qui est évident, c'est qu'une vieille dualité canadienne qui remonte aux origines du pays. Au départ, le Canada, c'est la Nouvelle-France. À Versailles, là, quand on parlait de Nouvelle-France, on parlait du Canada. Quand les British arrivent en 1760, ils trouvent des Canadiens qui parlent français, qui sont déjà différents des Français de France, ils trouvent des Indiens. Donc, là, à un moment donné, il y a une dualité qui s'installe, mais c'est menaçant de reconnaître ça. C'est le pays de base. Donc, on est encore confronté à ça. Donc, plus ça change, plus c'est pareil. Et le Canada, dans ce sens, est très déconnecté. J'ai beaucoup aimé la présentation de Stephen Kelly parce qu'il montrait les conséquences concrètes de ça. Mais il y a un prix à payer pour ne pas être capable d'assumer le Québec. Et le Canada, dans son incapacité à assumer le Québec, je trouve que c'est éclatant depuis 2-3 semaines. Non pas parce qu'on est d'accord avec ça. Moi, je comprends très bien que les historistes, Jovenel, ne sont pas d'accord avec ça. Je comprends très bien. Ça, il y a le droit, là. Bon. Mais de dire horrible, effrayant, impensable, là, c'est un dérapage. Et dans ce sens-là, excusez, il y a un idéalisme canadien qui est déconnecté
Le multiculturalisme est poussé beaucoup trop loin. L'idéalisation des Autochtones joue aussi lorsqu'il y a eu l'accord du Lac-Meech, à quel point, à un moment donné, que les Anglais ont découvert les Autochtones. Parce qu'on voit cette pratique pour l'Autorité du Québec en partie. L'égalité des provinces est devenue un absolu. Donc tout le système devient un peu trop idéaliste. D'ailleurs, c'est ce que je disais il y a 25 ans dans le défi québécois, je me suis assez fier, je veux dire. Parce que c'est vrai, le système canadien est déconnecté parce qu'il n'est pas capable d'assumer sa base québécoise. Et la déconnexion, ce qui va tous les vacances, c'est la Cour suprême du Canada. Je peux pas le critiquer, je peux vendre du barreau, je fais une cotisation. Donc, la Cour suprême du Canada a développé une interprétation, en fait, basée sur ce qu'on appelle les croyances sincères. Donc, quand quelqu'un dit, moi, là, ma religion, moi, là, c'est bien important de jouer au de faire quelque chose. Là, à ce moment-là, la Cour suprême ne se prononce pas là-dessus. Donc, cette façon-là pour la Cour suprême d'agir, ça transforme en droit religieux fondamental. Comme nous dit Gérard Bouchard, ils nous disent tout ça, hein, c'est des droits religieux fondamentaux, là, ce qui sont souvent des caprices identitaires. Hein? Parce que moi, je sais, là, porter le voile, là, ça, c'est pas obligatoire. Il n'y a rien dans le Coran qui oblige ça, c'est pas vrai. Il y a juste la Cour suprême du Canada qui va aussi loin que ça, à ce point-là. Je trouve ça malsain, parce que c'est une insulte à tous ceux sur la planète qui voient vraiment leurs droits fondamentaux brimés. Ça, je trouve ça terrible pour ça. C'est une société qui est postmoderne, comme disait Stéphane, qui est très, très capricieuse. Hein? On n'est pas dans la religion, mais on est dans l'identitaire. Hein? Ce sont ce que j'appelle des caprices identitaires. On transforme des caprices identitaires en droits religieux fondamentaux. Donc, et moi, en même temps, il faut être conscient de ça, que c'est pas juste le refus du Québec, c'est la société moderne qui devient de plus en plus individualisée. Les sociétés ont tendance à devenir de même un peu partout. Hein? Il y a la question canadienne. Et moi, ce qui me frappait, entre autres choses, c'est que les sondages montrent que ceux qui sont plus pour la charte sont quand même plus âgés un peu. Les gens ont tendance à être plus... les gens sont plus ouverts. On voit. Pas de problème avec ça. Patrick Lagacé, de la presse, quelqu'un dans sa vie. Bon, lui, il n'y a pas de problème. Vraiment, là, c'est ridicule. Mais moi, ce que je prétends, c'est que les baby boomers dont je fais partie, on leur reproché parfois de ne pas avoir assez légué de choses aux nouvelles générations. Peut-être un niveau d'endettement qu'on a légué. C'est vrai qu'on a triplé beaucoup de baby boomers, hein, on s'est occupé de tout ça. Mais moi, je me demande si ce n'est pas cette tentative d'élaborer une norme québécoise. C'est pas le legs des baby boomers. En disant, ben, l'État au Québec, c'est la règle. Puis c'est important de l'affirmer de façon réaliste et efficace. Ça devient une institution québécoise. Parce que c'est pas la nouvelle génération qui va faire ça. Ça va être de plus en plus difficile de... Parce qu'aujourd'hui, quand on dit que tu es fermé, là, c'est le réflexe absolu, c'est l'insulte absolue, tu es fermé, tu es xénophobe, les gens se couchent. Les Québécois sont des sympathiques, mais les filles vont se coucher, là, puis j'en chiale, mais c'est controversé. Moi, j'ai mon oncle, justement, qui fait des mois, qui me disait, ben là, je trouve qu'il faudrait faire quelque chose des immigrants, puis je trouve que ça y exagère, c'est un intelligent ce qu'il est. Puis là, une semaine, il me dit, oui, mais là, c'est pas harmonieux, il y a l'économie aussi, J'ai dit, non, ça fait des mois que vous trouvez qu'on peut faire quelque chose, puis là, on fait quelque chose, parce que c'est pas harmonieux, vous voulez vous coucher. C'est un peu ça aussi. C'est un peu ça, on cherche, mais dès que c'était de la chicane, on est mal à l'aise, on ne veut pas le faire. Et l'autre élément que ça m'amène, c'est que, de façon réaliste, qu'est-ce que le PQ veut faire avec ça? Qu'est-ce que le gouvernement veut faire avec ça? Est-ce qu'au fond, il va se servir de ça pour augmenter sa popularité, devenir majoritaire, puis peut-être on va faire un référendum, etc. Donc à ce moment-là, c'est peut-être que la charte ne verra jamais le jour. Ou est-ce que de façon réaliste, il est prêt à faire les compromis pour que ça aboutisse à quelque chose? Moi, personnellement, je ne vous cacherai pas, parce que moi, je pensais que ça aboutissait à quelque chose. Je sais bien vous de parler, là, puis mais à un moment donné, je suis avocat de formation, je pose des institutions, et puis ça pourrait arriver que le compromis réaliste, ça soit des signes d'autorité. C'est-à-dire les enseignants, les juges, parce que dans le multiculturalisme canadien, moi je ne suis pas anti-multiculturaliste à ce point-là. Sauf que c'est du délit au Canada. Hein? Je rappellerai que le symbole du multiculturalisme canadien, c'est que l'agent de la Gendarmerie royale du Canada. Un des rares symboles identitaires du Canada, il n'y en a pas beaucoup, la police montée, là, la Cour suprême me dit, bon, ben là, on peut avoir le surtenant ou un voile, c'est bon.
vous voyez à quel point c'est très, 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 très idéaliste. Même Bouchard-Taylor trouvait que les signes d'autorité ne devaient pas porter de signes logiques. Moi, je trouve que c'est le bon sens le plus élémentaire. Là-dessus, c'est nous qui avons raison. C'est pas juste le Canada. Là. Je sais pas. Les fonctionnaires, on peut débattre, là. Moi, je compte ça. Je dis les fonctionnaires, mais peut-être que c'est pas ça, n'arrivera pas à ça. Mais qu'un juge porte un signe religieux, qu'un professeur porte un signe religieux, une police, ça marche pas, je trouve. Et là, François Legault, c'est quand même compromis là-dessus. C'est la CAQ qui va décider quand même. Donc, moi, personnellement, je ne serais pas moi, j'espérerais, peut-être parce que je suis pas compromis, mais que j'aime aussi, ça donne quelque chose, qu'au moins qu'on fasse adopter ça. Parce qu'il me semble qu'à ce moment-là, c'est la Société distincte québécoise, au moins, qui s'affirmerait fermement, en disant, on est là, puis nous, on est différents des autres, on rendrait, à mon avis, un fier service à beaucoup d'autres Canadiens. Parce qu'il y a une espèce d'intelligence multiculturelle canadienne qui est très intolérante à l'égard des Canadiens anglais aussi. Le bon peuple ignore, rétrograde, obtus, réactionnaire. Lui-là, il trouve que ça va trop loin, que c'est exagéré. Hein? Et dans ce sens-là, la charte, vous n'avez pas remarqué Stephen Harper dans sa réaction à la charte, là, autant Thomas Mulcair a dérapé, parce que devant Mulcair, il y a Trudeau à côté, il y a Justin Trudeau à côté, puis il voit bien que là, il faut pas qu'il compétitionne Justin Trudeau. Mais Stephen Harper, je ne sais pas si vous avez remarqué, il a fait le service minimum. Il n'a pas fait de zèle, parce qu'il sait bien que les gens d'Alberta, là, ne trouvent pas ça si xénophobe que ça, puis c'est terrible, la charte des valeurs québécoises. Et si le Québec, on était capable de s'entendre sur quelque chose de solide, je trouve qu'une charte sur la neutralité d'État, entre autres sur les symboles d'autorité, y compris les enseignants, je tiens à le dire. À ce moment-là, je trouve qu'on se présenterait devant la Cour suprême, puis là, la Cour suprême aurait le choix. Soit qu'elle donnerait un sens à la société distincte québécoise, soit qu'elle sortirait de son interprétation angélique de croyance sincère, soit elle réaffirmerait les éléments coloniaux dans la relation entre le Québec et le reste du Canada, en disant, écoutez, rangez-vous, soyez multiculturels. Hein? Mais en même temps, il faut constater que le multiculturalisme a pénétré la société québécoise. C'est un révélateur, il y a des souverainistes qui sont devenus multiculturels, des souverainistes qui sont contre la Charte. Donc, c'est un dossier qui est complexe, mais moi là-dessus, mon concept, en fait, c'est la société distincte québécoise. C'est ça que c'est, on est différent des autres, c'est quelque chose de fondamental, on a le droit de l'être. Et on a le droit de l'être sans se faire accuser d'être des xénophobes, des racistes, des réactionnaires, de tout ce que vous voulez. Et c'est pas vrai que c'est juste le Québec rural profond, c'est à Montréal aussi. Les sondages montrent que les francophones à Montréal sont aussi contre ça que les autres francophones. Et les allophones. Et les allophones, c'est très vrai. C'est non, moi, je participe parfois à l'émission de télé avec Richard Martineau, François Martineau, et puis la semaine passée, c'est vrai qu'on a eu des téléphones, c'est juste le fun qui était pour la charte. C'est oui, enfin, et puis on n'est pas ici pour ça. Mais vous savez, ces gens-là ont moins la possibilité de s'affirmer. De la même façon, j'ai dû remarquer, les gens qui ont suivi la présentation du projet de Fernand Mainville, ça a été très violent. Comme les Français utilisent le mot violent dans un sens qu'on ne fait pas ici, mais ça a été très, très intensément négatif moi, j'en revenais pas, je disais ça, puis j'avais l'impression que je suis un monstre, en fait. Je disais, mais mon Dieu, j'en ai manqué un bout, là, et ils ont évolué, là, puis que moi, je suis resté. Puis là, mais vous voyez à quel point c'était implacable. On touchait au problème canadien. On touchait au fait que le Canada est bâti quelque part, pas entièrement, parce que moi, je suis pas anti-canadien, le Canada, quelque part, est bâti en partie sur la négation du Québec. Donc, et moi, pour moi, là, le vrai défi, c'est de dépasser la conquête dans ces éléments négatifs, tout en acceptant qu'il y a des éléments qu'on a intégrés. Puis c'est pas facile. Une conquête rough, si vous me permettez l'expression, c'est plus facile au fond à gérer, parce que tu dis, bah, c'est des conquérants, on les taxe. Mais là, quand on regarde la relation entre le Québec et les Britanniques, il y a eu une interaction, puis il y a eu des éléments qu'on a intégrés. Moi, pour un, je défends le système de parlementarisme britannique. Moi, je le défends beaucoup, je fais contre la proportionnelle. Dans ce sens-là, au niveau des institutions, moi, je suis un conservateur britannique dans ma tête. Je peux vous dire, je suis dans ma tête. Mais en même temps, je suis très québécois. Je suis très, 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 très québécois. Donc, c'est un peu peut-être échevé mon affaire. Mais ce que je voulais dire, c'est
c'est que, moi, pour moi, c'est le combat de la société distincte, et c'est du solide, je trouve. On n'est pas bidon. Bon, et puis pour le reste, ça ne peut pas nuire au Parti québécois et éventuellement à la sûreté de ceux qui y croient, mais il reste que dans un premier temps, moi, je trouve que c'est vraiment ça. Ce qui ressort, c'est la difficulté du Canada à assumer que le Québec et le Québec. Et il y a un côté terrible là-dedans, je trouve. Je entends d'analyse, il faut rester froid, mais des gens qui disent, ouais, mais pourquoi vous vous inspirez de la France? Hey, j'entends pas cerveau croate, là, ils n'entendent pas français. On peut-tu, par moment, s'inspirer un peu de la France? Peut-être que la laïcité à la française, ça va très loin. Donc, c'est comme si je trouve qu'il y a une partie des élites qui sont un peu dénaturées. Le peuple est puissant. On va passer le peuple québécois pour xénophobe réactionnaire. Mais les réflexes, pourquoi moi d'ailleurs, moi je veux pas que les Québécois, historiquement, là, ça fait 300 ans qu'on est là, si on était xénophobe, ça avait paru là. Je trouve qu'on est vraiment un peuple exceptionnellement ouvert et doux, et même trop doux en fait. L'idée, on va donner, c'est qu'on accepte. C'est dangereux, parce que quand là, tu dis c'est assez, là tu peux être des fois plus dur que tu devrais l'être à ce moment-là. Donc, moi, ce que je ne veux pas, moi, ce que je trouve, c'est que si les élites québécoises laissent trop tomber le peuple québécois, là, il y a un danger que le monde devienne xénophobe. Que les gens disent, ben là, c'est assez, là, on n'est pas des... Et dans ce sens-là, moi, j'ai trouvé que, là, évidemment, l'objectif, je travaille au Journal de Montréal, je fais de compétition avec la presse, mais je veux quand même, je n'ai pas beaucoup aidé dans ce conflit-là, personnellement, mais ça m'a quand même beaucoup dérangé, moi, que quand même, un quotidien qui est lu beaucoup par les francophones à Montréal, pendant 2 semaines, tous les commentateurs, chroniqueurs, éditorialistes étaient contre la Charte, alors que le lectorat francophone était substantiellement en faveur. Là, ils sont en train de rectifier le tir, Vive, puis Anthropia, puis il y en a d'autres gens. Et c'est important, je trouve, que les élites là-dedans, les faiseurs de ne laissent pas tomber le peuple québécois, parce que quelque part, c'est le peuple québécois qui a raison là-dedans. Merci. Alors, salutations, merci d'être là, merci de braver les conditions pas idéales de ce colloque. On est vraiment désolé de devoir vous infliger ça. Mais bon. Alors, je m'appelle Sébastien Bilodeau, je suis le secrétaire de Génération Nationale. Dans ça qu'on va marcher maintenant, je vais faire une courte présentation, question de mettre la table pour nos 3 invités. Ensuite, je vais les présenter, dire dans quel ordre ils vont être là. Chacun va parler environ une demi-heure. Ensuite, il y aura une période de questions d'environ une demi-heure que je vais animer et encadrer. Alors, la présentation que je vais vous faire pour mettre la table, je vais vous parler bien évidemment de la Charte des valeurs québécoises. Plus spécifiquement, je vais parler brièvement de ce qui est, selon moi, les intentions de la Charte des valeurs québécoises et aussi, selon moi, pourquoi elle choque autant. Genre, les idées que je vais dire vont paraître familières pour vous, des choses que les gens ici ont déjà dit, mais je pense que ça vaut quand même la peine de les redire, de les répéter. Première question, première chose, c'est quoi les intentions de la Charte des valeurs québécoises? La première, pour moi, c'est un objectif d'affirmer l'identité nationale québécoise. À mon avis, la Charte prend notre identité nationale et la remet au centre de notre société, de nos institutions, qui fait que ça devient un élément beaucoup plus important dans les rapports sociaux au Québec, beaucoup plus qu'avant. Aussi, c'est ce qui nous mène, à mon avis, au deuxième objectif de la Charte des valeurs québécoises, c'est aussi d'être un agent de convergence culturelle, de cohésion sociale, en établissant un cadre ferme, clair, en plaçant des balises qui vous permettent de tendre vers un vivre ensemble, un monde commun. En ce sens-là, à mon avis, la Charte vient combattre le chacun pour soi culturel. Or, ces 2 objectifs-là, l'affirmation identitaire québécoise et la convergence culturelle, à mon avis, c'est les 2 choses qui font que cette charte choque autant. Même chez les souverainistes, d'ailleurs, on voit que ça a déjà coûté au Bloc 1/5 de ses députés. C'est pas rien, mais en fait, c'est vrai, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Où est-ce que j'en étais? Bon, pour commencer, l'affirmation identitaire québécoise, à mon avis, c'est quelque chose qui choque. Pourquoi?
À mon avis, le contexte social, politique construit par une bonne partie de nos élites politiques et intellectuelles fait qu'il y a une certaine façon d'être québécois. Puis cette façon-là, malheureusement, à mon avis, c'est de rester doux et sage, d'apprendre à se faire ignorer, oublier. Donc, en soi, d'affirmer qu'en tant que Québécois, on a une identité, une nationalité qui est quelque chose en soi, dire qu'on a notre mot à dire et notre manière d'être à nous, en soi, pour moi, c'est transgressif. Puis c'est ça qui peut choquer. Mais aussi, ce qui choque dans la Charte des valeurs québécoises, à mon avis, c'est qu'elle viole le cadre canadien. En fait, la charte qui est présentée, proposée par le Parti québécois en ce moment, va à contre-courant d'une autre charte, celle d'Ottawa, la Charte des droits et libertés canadiennes. En parallèle, la Charte des valeurs québécoises aussi va à contre-courant du multiculturalisme canadien qui lui-même est institutionnalisé par la Charte d'Ottawa. Ce qu'il faut savoir du cadre fédéral, c'est que c'est un cadre qui prêche pour la collectivité, mais qui en pratique valorise plus l'individualisme, surtout un individualisme qui est presque absolu, qui dit en gros qu'un individu ne doit aucun compte, aucun compromis avec la collectivité. Or, en soi, la Charte des valeurs québécoises vient aller à contre-courant, vient transgresser ce cadre qui est fédéral. Parce que ce que la Charte québécoise dit, en gros, une des choses qu'elle dit, c'est que le Québec a une histoire, a une culture, puis que quand on habite le Québec, on doit des comptes, des sacrifices même à ces choses-là. Maintenant, certains, en entendant ça, vont peut-être avoir mentalement des cris contre l'exclusion sociale, la division. Vous avez sûrement déjà entendu ces propos-là. Mais à mon avis, la Charte des valeurs québécoises, c'est plutôt un appel, une invitation à tous, c'est d'accepter d'intégrer une nation qui est déjà là, qui nous précède et qui va aussi être là après nous. C'est d'accepter de devenir un citoyen au sens noble du terme, plutôt qu'au sens purement administratif. Finalement, pour conclure, une question qui revient souvent dans le débat sur la Charte des valeurs québécoises, c'est quoi l'identité? C'est quoi la nation québécoise? C'est une question qui paraît bonne à première vue, mais au fond, c'est une question en réalité qui semble plutôt dire demander à ce qu'on justifie l'existence de l'identité québécoise, qu'on ait à justifier notre manière d'être. Comme si par défaut, on n'avait pas ce droit-là à la base. Donc, pour moi, peut-être que je devrais répondre à la question, mais je ne le ferai pas. Parce que pour moi, une nation n'a pas à justifier son existence et sa manière d'être. Comme Québécois, je pense que on doit assumer qu'on existe à notre manière. C'est notre manière unique d'appartenir au genre humain. Je pense qu'on ne devrait pas hésiter à nous assumer et à nous affirmer. On n'a pas non plus à chercher la reconnaissance. Puis je pense qu'une nation existe, s'assume, s'affirme. Donc en ça, selon moi, le Québec, c'est ça qu'il doit faire. Puis je pense aussi que c'est comme ça que les grands peuples rentrent dans l'histoire. Merci. Bon, alors maintenant que j'ai fouetté les troupes, je vais présenter nos orateurs, à commencer par le premier. M. Bob Côté, qui est le premier, c'est une nomination partisane parce que notre président aime les noms de famille composés. Alors, M. Bob Côté est chroniqueur au Journal de Montréal, entre autres, et à d'autres médias. Il est aussi sociologue. Il est chargé de cours à l'École de politique appliquée de Sherbrooke. Alors, Mathieu, tu as mis un micro et la foule sont à toi.